Et maintenant, la parole est à René Berthier. Et il va nous parler de voter, abdiquer ou décider, essai sur la problématique anarchiste du vote. Donc, toujours 18 minutes. Bien, merci de votre accueil. Avec tout ce qui a été dit, on pourrait se demander s'il y a encore quelque chose à dire. Je vais adopter la méthode suivante. Plutôt que de condenser une étude que j'ai faite pour qu'elle rentre dans les 18 minutes, je vais faire comme si c'était une discussion à bâton rompu et je m'arrêterai tout simplement au bout de 18 minutes et on verra avec les questions. Et si vous voulez en savoir plus, venez me voir, je vous donnerai les références d'un site internet que nous avons constitué sur lequel se trouveront des éléments complémentaires si vous le souhaitez. Bien. Commençons par Proudhon, puisque c'est lui qui commence tout. Contrairement à l'idée reçue, justement, dans le mouvement anarchiste, Proudhon s'est présenté aux élections de l'Assemblée constituante en 1848, le 5 juin 1948. Et il prenait les choses très au sérieux. Il pensait vraiment qu'il allait pouvoir contribuer à améliorer la condition du peuple, de la classe ouvrière, et il s'est très rapidement rendu compte que ça ne servait à rien et qu'il était complètement coincé. Bon. Il avait fait un programme électoral bien développé, tout ça. Il avait créé une revue qui a été interdite, qui a reparu sous un autre nom. Ça. Bon. Puis il a été arrêté parce qu'il avait dit du mal du président de la République qui s'appelait, lui, Napoléon Bonaparte. Bon. C'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit, et il théorise ça, il l'explique très bien, de l'inutilité de se présenter comme candidat aux élections législatives ou de voter pour ce candidat. Et la raison qu'il l'explique a, je pense, été pas mal déformée ou mal comprise. En fait, il s'aperçoit que le suffrage universel a porté au pouvoir les possédants. Bon. Et il a fait le même constat que font les populations arabes aujourd'hui, qui ont bénéficié de ce bienfait immense qu'on appelle la démocratie, et cette démocratie a porté au pouvoir des gens qui ne sont pas du tout démocrates. Bon. Donc c'est une grosse déception, je comprends. Et il se dit, il faut que la souveraineté s'exerce ailleurs que dans une institution de type parlementaire. Elle doit s'exercer, mais ailleurs. Ce n'est donc pas du tout une remise en cause du principe du vote ou du principe du suffrage universel. La question qu'il pose, et qui a été, je pense, très mal comprise, c'est dans quelle institution doit s'exercer cette souveraineté. Et cette institution, c'est une institution de type socio-économique. Lui, ce qu'il veut créer, c'est la démocratie industrielle, c'est le terme qu'il emploie, c'est-à-dire un type de démocratie qui s'exerce dans le champ de l'économique et du social. Bon. Alors, c'est encore un peu embryonnaire, mais en fait, ce qu'il fait, c'est d'exposer, d'expliquer ce que c'est qu'une organisation de classe. Bon, il ne pose pas le problème dans ces termes-là. Et c'est peut-être l'anarcho-syndicaliste qui parle, parce que je suis présenté comme militant de la Fédération anarchiste, mais je suis aussi anarcho-syndicaliste et membre de la CGT depuis 1972, c'est-à-dire bien avant que j'adhère à la FA. Et l'organisation de classe est une organisation dans laquelle la population, à laquelle la population adhère sur la base de son rôle dans le processus de production. C'est-à-dire c'est une démocratie du travail, où les gens sont adhérents et élisent d'autres personnes en fonction des impératifs de la production. Je passe là-dessus. Bakounine reprend l'idée de Proudhon telle qu'elle et continue en gros le débat là où Proudhon l'avait laissé. Et il analyse En fait, Bakounine, il n'invente rien. Il se contente d'observer les choses et il tire les conclusions. Et qu'est-ce qu'il a sous les yeux? Il a deux exemples. La social-démocratie allemande et le modèle démocratique suisse. Il vivait en Suisse, bon, donc il a vu ça de très près. Sur la social-démocratie allemande, il s'oppose évidemment à Marx, et dans l'Association internationale des travailleurs, il y a en gros deux modèles. Le modèle social-démocrate qui dit il faut que la classe ouvrière s'organise en partis politiques, et ces partis politiques vont élire des candidats qui vont accéder au pouvoir
et une fois au pouvoir, ils vont pouvoir engager les transformations nécessaires. Marx, c'est rien d'autre que ça. Quand vous lisez le manifeste communiste, c'est exactement une stratégie d'élection de représentants au Parlement. Bon, et il pense, parce qu'à ce moment-là, Marx et Engels pensent que la classe ouvrière va être majoritaire, et en tant que classe majoritaire, va inévitablement élire des représentants en majorité au Parlement. Bakounine, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est complètement faux. Que la classe ouvrière soit majoritaire ou pas, ça ne changera rien, parce que la bourgeoisie n'est pas démocrate. La bourgeoisie, elle est démocrate tant que ça l'arrange. Et si ses intérêts fondamentaux sont lésés, elle va réagir extrêmement brutalement. Et c'est ce qui s'est démontré depuis, je pense, qu'il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Concernant le modèle suisse, l'intérêt de l'observation que fait Bakounine du modèle démocratique et du modèle électoral, c'est que ça lui permet de décortiquer les mécanismes, ce que j'appelle la technologie électorale. Et il fait une analyse extrêmement fine de ce que l'élection de députés dans une institution parlementaire produit comme dérive de l'absence totale de contrôle des électeurs sur les élus, etc. Les manipulations invraisemblables que le système peut permettre, le maintien des électeurs dans l'ignorance des véritables débats, tout ça, c'est des choses qui sont encore, à mon avis, extrêmement actuelles. Donc lui aussi, il dit, la souveraineté ne s'exerce pas dans les institutions politiques, c'est-à-dire parlementaires, parce qu'en fait, on a accusé les anarchistes de ne pas faire de politique. C'est pas vrai, ils font de la politique, simplement ils ne font pas la politique de la bourgeoisie, c'est-à-dire leur politique ne se déroule pas dans les instances traditionnelles définies par la bourgeoisie. Ce que dit Bakounine, c'est que cette souveraineté doit s'exercer dans l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. C'est le modèle que le courant fédéraliste oppose au courant marxiste. Bon, le courant marxiste est défini à l'époque comme centraliste, autoritaire, etc., et parlementaire. Le modèle fédéraliste, parce que Bakounine ne se dit pas anarchiste. Hein. Le mot anarchiste ne me convient pas personnellement, bon, il existe, on fait avec, mais Bakounine se dit socialiste révolutionnaire ou collectiviste. Il emploie le mot anarchie et ses dérivés très rarement, et quand il le fait, on sent qu'il est un peu gêné par le mot. Bon. Donc ce courant fédéraliste oppose au courant dit autoritaire, entre guillemets, marxiste, autre chose, c'est-à-dire la représentation de la classe ouvrière dans ses institutions propres. Et il est décrit de manière très précise. Et pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le modèle syndical encore d'aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce modèle-là, sauf que, évidemment, depuis, les choses ont un peu dévié. C'est-à-dire que la classe ouvrière doit s'organiser sur le plan vertical, si je peux dire, par syndicats et de métiers, et horizontalement, sur le plan géographique, par section, par ce qu'on appellerait aujourd'hui des unions locales. Ça, c'est le type d'organisation dans lequel la classe ouvrière doit s'organiser. C'est-à-dire que la question du vote dans ce type de structure, dans ces institutions-là, ne se pose pas. Je veux dire, c'est évident qu'on vote. Bon. Il ne s'agit pas du tout de refuser le vote. Bon. D'ailleurs, en 1866, Bakounine avait rédigé un texte dans lequel il dit qu'il faut renverser le gouvernement, qu'il faut que les travailleurs se donnent des chefs, ce qui est assez amusant quand on lit ça rétrospectivement, qu'ils se dotent d'une administration, tout cela bâti sur le suffrage universel et avec la responsabilité réelle des fonctionnaires devant le peuple. Bon, donc c'est le suffrage universel, les mandatés sont élus au suffrage universel, mais à la différence de ce qui existe aujourd'hui, ils sont responsables devant le peuple. Bon, c'est encore un modèle dont on pourrait s'inspirer. Sur le fond, il ne s'oppose pas du tout à la participation occasionnelle aux instances politiques traditionnelles, comme l'a bien montré Gaetano. Il a suggéré à un de ses proches qui s'appelait Gambuzzi de participer aux élections en Italie, etc.
Et donc, ce n'est pas du tout du crétinisme anti-parlementaire. Bon. Ça l'est devenu un peu par la suite. Bon. Du fait, je pense, de l'incompréhension de la notion clé de ce que moi j'appelle l'organisation de classe, c'est-à-dire que la souveraineté s'exerce dans ce type d'institution. Sur le Front populaire en Espagne, la raison de l'abstention de la CNT espagnole, qui avait 1 million d'adhérents, hein, c'était pas juste 300 personnes, c'était 1 million de syndiqués. Ils se sont abstenus de faire de la politique anti-électorale pour les raisons qu'a mentionné Gaetano, mais aussi parce qu'il y avait 30 000 anarchistes en prison et que la libération de ces 30 000 militants était évidemment extrêmement utile. Bon. Il y a eu ensuite une deuxième période, ce que moi je définis comme une deuxième période, celle des traumatismes qui ont été évoqués, la Commune de Paris, 30 000 morts, les exclusions. Alors, les deux courants de l'international, le courant marxiste et le courant fédéraliste, se sont opposés, et ça a abouti en 1872 à un congrès qui s'est tenu à La Haye, lors duquel 2, non pas 3, militants ont été exclus, Bakounine et James Guillaume. Bon. Ces 2 militants faisaient partie de la Fédération jurassienne, qui était une des fédérations adhérentes à l'AIT. La Fédération jurassienne a tenu un congrès pour dénoncer les exclusions. Ensuite, il y a eu un congrès de l'internationale qui a été convoqué. Ce n'est pas une nouvelle internationale, c'est la même. Elle a continué à prendre la numération des congrès précédents, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu un congrès de l'internationale qui a dénoncé les exclusions de la Fédération jurassienne, à la suite de quoi Marx et son entourage ont exclu de l'international la totalité du mouvement ouvrier de l'époque. Et ça, ce n'est pas une invention de ma part, on le trouve dans les textes. Marx, la totalité du mouvement ouvrier de l'époque a été exclue de l'international. Donc ce n'est pas une histoire, comme ce n'est pas simplement une opposition entre Marx et Bakounine, ça va bien plus loin que ça. Et donc ces exclusions ont provoqué un réel traumatisme. Et les militants fédéralistes, anti-autoritaires, ont développé un certain nombre de réactions qui ont été un peu surdéterminées par ces traumatismes. Bon, la Commune d'abord, et puis les exclusions de la Haye. Il y a eu, bon, on peut appeler ça des dérives, ou bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, on a voulu tirer les leçons de ces exclusions, et on s'est dit, puisque c'est la centralisation qui est la cause de tous les problèmes, on va prôner la décentralisation totale. Et de fil en aiguille, on va arriver à la notion que même l'organisation elle-même est un mal. Bon. Et on va tellement décentraliser tout qu'on va arriver à l'individu, après quoi il n'y a plus rien à décentraliser. Bon. Et l'AIT a continué à fonctionner jusque vers 1877-78. Et après, elle est décomposée, quoi. Un jour, elle a décidé de ne plus convoquer d'autres congrès. Donc c'est une évaporation, bon, un peu triste, mais c'est comme ça. Bon. La Fédération jurassienne était tombée à 400 adhérents, enfin bon. Et à partir de là, le mouvement anarchiste a payé en quelque sorte, d'une part, ces traumatismes, mais aussi une sorte de transfert, de mutation dans sa composition sociologique, je pense. Dans l'AIT, c'était le mouvement ouvrier qui était organisé, et petit à petit, c'est des gens qui ne sont pas ouvriers. Paul Brousse, qui était un militant clé de la Fédération jurassienne, est connu aujourd'hui comme un médecin, il y a des hôpitaux, mais c'était un anarchiste très radical à l'époque, et il a fini par adhérer à la social-démocratie française. Andrea Costa, pareil, je ne sais plus ce qu'il était professionnellement, mais c'était un avocat, et il a été l'un des fondateurs du Parti socialiste italien, et comme disait Gaetano, je crois, un des premiers députés. Bon. Et il y a eu une sorte de décomposition à la fois politique, au niveau de la formation des militants, et sociologique. Bon.
Donc, à partir de ce moment-là, la question du vote est développée, bon, c'est une opinion strictement personnelle, je suis certain que mes camarades ne sont pas d'accord, la question du vote ne se pose plus dans les mêmes termes qu'avant, puisque on n'est plus dans une organisation de masse. Bon, alors je définis une organisation de masse comme une organisation recoupant des gens non pas sur des critères idéologiques ou affinitaires, mais sur des critères d'intérêt et de projets concrets. Bon. L'organisation de masse a disparu et se constituent des organisations affinitaires. Et c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, que apparaît réellement le mouvement anarchiste. Bon. Et que la question du vote devient non plus une question de pratique, une question de stratégie concrète et immédiate, mais une question quasi métaphysique. On ne vote plus, on ne vote pas parce que... Bon, je ne dis pas que c'est le cas d'Élysée Reclus, bon, même si son expression voter c'est abdiquer m'énerve un peu, mais bon. Mais dans le mouvement anarchiste se développe l'idée que le simple fait de voter est une atteinte insupportable à la cohérence individuelle, à l'individualité de la personne. Or, ce n'est pas du tout ça. Le voter, c'est simplement une technique comme une autre de prendre une décision. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Et je vous dis, si vous souhaitez avoir plus d'informations, venez me voir, je vous donnerai les références du site internet du groupe Gaston Leval de la Fédération anarchiste. Merci de votre attention. Bien, merci René Berthier. Donc, maintenant, on va passer aux questions ou remarques. Donc, on vous a proposé le fonctionnement suivant, c'est que vous allez intervenir, vous proposez 5 questions. Les compagnons ici vont noter tous ceux qui veulent répondre et quand les 5 questions seront posées, ce sera leur tour de répondre. Entre eux, ils se décident qui répond. Oui. Oui, je voudrais poser une question, une réflexion et une question en même temps, qui est ouverte, je pense, sur cette notion de mandat impératif, qui me paraît extrêmement importante, y compris, et particulièrement d'ailleurs dans les organisations de classe dont a parlé René. Je l'ai